bienvenue dans l'émission Cohistoire. Ce soir, nous parlons sur le CFCO et de ce fait, je vais inviter M. Germain Goma Bokolo. Monsieur Germain Goma Bokolo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien directeur de l'exploitation du CFCO dont nous allons parler ce soir. Ouais. Et laissez-moi vous dire que nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau. Mais pour nous fixer des idées, commençons donc par cette question. Quelle acception peut donner le mot CFCO? Quand on parle du CFCO, il faut le comprendre dans son double rôle. Le CFCO est la voie ferrée. Les rails qui vont de Pointe-Noire à Brazzaville. Le CFCO, c'est aussi le transporteur qui transporte ces marchandises sur cette voie ferrée. Alors, quand vous parlez de transporteur, vous faites allusion à son aspect commercial. À son aspect commercial. Et prenez un peu l'exemple, on appellerait par exemple un transporteur routier qui utilise la nationale numéro 1 et on l'appellerait aussi avec ses camions national numéro 1. Donc nous avons le CFCO, c'est un double rôle là, voie ferrée, les rails, transporteurs, parce que le CFCO n'utilise pas que les rails, le CFCO utilise aussi les engins de traction et remorquer les wagons et les locomotives. Vous voyez, ça peut être une entreprise à part. La voie et bâtiment qui pose la voie peut être une entreprise. Le matériel et traction, une autre entreprise. Et moi l'exploitant, je loue les deux entreprises là pour former ma compagnie qui s'appelle CFCO aussi. Alors, mais d'autres disent que le CFCO a un caractère industriel. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, le CFCO n'a pas un caractère industriel. Le CFCO, comme c'est quand même une entreprise d'État, a un caractère commercial et social. C'est tout. Même si le CFCO fabrique certaines pièces, mais c'est pratiquement pour son fonctionnement. Ce n'est pas à caractère industriel. Alors, qui a donné le premier coup de pioche du CFCO et quand cela s'est-il produit? Le premier coup de pioche a été donné par Madame Louise Victor Gagneur en 1921. Épargnez-moi le mot, quoi. Mais pourquoi il ne fallait-il pas que lui-même, Victor Gagneur, le fit? Victor Gagneur était le gouverneur. Il était absent de Brazzaville en ce moment. Donc on a pris Madame Victor Gagneur, peut-être pour lui faire honneur, sinon Madame Victor Gagneur n'était pas une autorité coloniale. Donc il était venu pour pallier l'absence de son mari. On lui a fait un honneur. Alors, lorsque l'on parle du CFCO, les gens n'ont à l'esprit que la ligne du Congo-Océan qui relie Pointe-Noire à Brazzaville, est-ce l'unique tronçon? C'est l'unique tronçon. Ah bon? C'est l'unique tronçon Pointe-Noire-Brazzaville. Évidemment, on s'ajoute des appendices comme le ralignement, qui part de Bilinga à Dolisie. Et sinon, c'est l'unique. Est-ce qu'on ne peut pas les regrouper puisque vous le dites? Non, parce que, vous voyez, que le train passe par l'ancien tracé ou que le train passe par le ralignement, la distance ne change pas. La distance est toujours 510 km. Mais qu'en est-il de la voie Comilogue? La voie Comilogue, c'était une voie privée. Ah bon? De la Comilogue qui transportait le manganèse. Le manganèse n'appartenait même pas au Congo. C'était exploité au Congo, à Mbinda, mais le manganèse, la Comilogue était une compagnie gabonaise. Mais comme en ce temps, le Gabon n'avait pas encore son chemin de fer, ils avaient préféré construire un chemin de fer de Montbello au PK point kilométrique 200 par rapport à Pointe-Noire. Et jusqu'à Mbinda, ça fait un tronçon de 341 km. C'est long. Mais est-ce que cette voie est toujours utilisée aujourd'hui? Après le départ de Comilogue, pour l'État, il fallait exploiter encore cette voie parce que c'est ça le caractère social. C'est le caractère social.
quand même de Montbello à Mbinda, 341 km. Toute la contrée enclavée là-bas, de Makabana à Mbinda, en passant par Mosenjo, si on n'exploitait pas cette voie, mais les populations allaient souffrir pour ressortir leurs marchandises pour voyager. Donc. Et puis encore, il faut reconnaître que c'est une voie stratégique. Une voie stratégique, même pour l'armée, pour l'État. Mais imaginez, la ligne comme Mbinda, c'est la frontière avec un autre pays. C'est la frontière. Il peut arriver quelques problèmes entre les deux pays et l'État, pour intervenir, pour envoyer par exemple ses troupes. Les camions seraient difficiles, c'est quand même par train, ce serait plus rapide. C'est une voie stratégique, il faut la conserver. C'est pourquoi l'État avait imposé au CFCO d'exploiter cette voie. Malgré les difficultés du CFCO, ça fait, d'ailleurs on en reviendra, ça fait une partie des difficultés du CFCO. Mais est-ce que ce n'était pas pour lier ces deux peuples? Donc ici, je parle des peuples congolais et gabonais. Il y a dans les projets de l'Union des chemins de fer d'Afrique, l'interconnexion des chemins de fer. C'était déjà un projet relié Pointe-Noire à Franceville ou à Port-Gentil et Brazzaville par train. Mais ce qui est dommage, c'est que ce serait une très bonne chose. Mais ce qui est dommage, c'est que quand le Gabon a construit son chemin de fer, il a construit avec l'écartement standard, 1,40 m. 1,40 m, oui. Et alors que l'écartement de la voie entre les deux rails, pour le chemin et pour le Congo, c'est 1,06 m. Nos trains ne peuvent pas aller au Gabon, les trains du Gabon ne peuvent pas venir. C'est un grand handicap. Mais donc, qui doit être fautif, selon vous? Écoutez, les États sont souverains. Les États sont souverains. Réellement, comme il y avait déjà le chemin de fer, Congo, c'est avec l'écartement métrique. Le Gabon, si les Gabonais voulaient qu'il y ait des trains qui passent directement jusqu'à Libreville, ils auraient adopté notre écartement et puis les trains passaient facilement. Parce que là, les trains s'arrêtent à Franceville. Franceville, Mbinda, c'est pas très loin. C'était un petit tronçon qu'on pouvait faire et puis on ne sait pas qui est foutu, mais comme les États sont souverains, ils choisissent, sauf nous n'avons pas choisi cet écartement-là. Ah bon? On nous l'avait imposé, c'est une voie ferrée coloniale. Et là, nous allons en parler. Parce que moi, j'ai toujours dit, à cause de ça, pour moi, je poserai plainte contre la France. Nous avoir donné un chemin de fer à écartement métrique. On en verra. Il faut avoir suffisamment de salive dans la langue pour le faire. Alors, la longueur de la ligne Pointe-Noire-Brazzaville reste imprécise pour plusieurs personnes. D'autres, les uns parlent de 510, 512, d'autres encore rétorquent 515, 520. Que pouvez-vous nous dire à votre niveau? Non, la longueur du chemin de fer n'est pas imprécise. Le chemin de fer a 510 km. Ah bon? Le point kilométrique, ce qu'on appelle le PK0, est tout juste à la grande gare. Quand vous entrez sur le quai, vous verrez, sur le quai là, c'est marqué PK0. Un gros zéro, comme ça, sur du ciment. PK0, oui. PK0. Et à Brazzaville, dès que vous arrivez à Brazzaville, dépassez le passage à niveau de la gare là. C'est là, à quelques mètres, c'est ça, le PK 510. Bon, 520 km, c'est la distance de taxation des trains qui prennent les wagons depuis le port de Pointe-Noire jusqu'à la gare de Brazzaville, ou bien depuis le port de Pointe-Noire jusqu'au port de Brazzaville. Jusqu'au port de Brazzaville. Alors, pourquoi il y a cette différence? C'est vous dire que les voies qui sont dans le port de Pointe-Noire ou dans le port de Brazzaville ne sont pas les voies du CFCO. Ah bon? Ce sont les voies du port. Mais comme le train part depuis là-bas, le train et le chemin de fer taxe sa distance, 520 km. Et pour vous dire que ce ne sont pas les voies du CFCO,
le chemin de fer facture la circulation de ces trains-là, de ces wagons. Il facture au client la circulation. C'est-à-dire que par tonne chargée, au temps où j'étais, c'était 215 francs la tonne chargée, réellement. Et là, c'est le chemin de fer qui encaisse. Bon, c'est un secret qu'il faut dire. Peut-être on me jettera des cailloux, mais réellement, cet argent-là, circulation sur les voies de port, se serait reversé au port. Parce que ce sont ces voies, hein, les trains circulent, les wagons des clients circulent sur ces voies. Il y a eu une taxe à payer la circulation des voies. Mais je crois que c'est à cause des conventions, parce que dans un premier temps, le chemin de fer et le port des transports fluviaux faisaient une seule compagnie, la TC. Donc, en cas d'incident, à qui incomberait la tâche de résoudre donc ce problème? Je parle des voies au niveau des deux ports. S'il y a par exemple un déraillement, oui. Non, s'il y a le chemin de fer passe, si c'est la faute du chemin de fer qui tractionne, c'est le chemin de fer. Si c'est un wagon mal chargé, la faute du client, ça revient au client, le port n'est pour rien. D'ailleurs, puisque cette circulation sur la voie de port est taxée, quand l'argent revient au chemin de fer, s'il faut renouveler la voie, s'il faut refaire la voie, s'il y a un incident, il y a un accident, il faut refaire la voie, c'est le chemin de fer, c'est-à-dire la voie et le bâtiment, qui répare. Alors, parlons à présent de ces ouvrages d'art. Combien de tunnels avons-nous sur le tronçon Pointe-Noire à Brazzaville? Le chemin de fer à 510 km, mais le chemin de fer est l'un des chemins de fer du monde les plus accidentés. Ah bon? Ouais. Sur tout le trajet Pointe-Noire-Brazzaville, 510 km, on a 2165 ouvrages d'art. J'appelle ouvrages d'art les tunnels, les ponts, les aqueducs, tout ça, les petites buses qui passent. 1265, soit 2, et quelques par kilomètre. Vous voyez? Et pratiquement les 90% d'ouvrages d'art sont entre Pointe-Noire et Dolésy. Alors, nous parlions des tunnels. Combien comptons-nous? Nous avons 15 tunnels, 12 sur l'ancien tracé, qui ne promet plus de trafic, avec un grand tunnel de 1964 mètres, et sur la ligne, 3 sur la ligne, sur le ralliement. Donc ça, c'est le tunnel du Mont Bamba. Du Mont Bamba. Oui, oui. Et nous avons le tunnel de Mvongoti sur le tracé, sur la ligne, sur le tracé. Là, nous n'avons que 3 tunnels. Mais le plus grand tunnel, c'est le tunnel de 4 km 522 mètres. Ça, c'est le tunnel Mbamba. Alors, combien de ponts y trouvons-nous? Ah, ça, il faut que je le dise. Il y en a plein de ponts. Il y en a plein. Hein? Dans les ouvrages d'âge, il y a plus de ponts que pratiquement d'autres ouvrages d'âge si on enlève les petites buses qu'on enterre. Alors quand on enlève les tunnels, vous voyez, 15 tunnels, 1265 ouvrages d'art, moins 15 tunnels, vous voyez ce qui reste. C'est qu'il y en a très accidenté la voie ferrée. Alors, combien de gares trouvons-nous sur la voie du CFCO? Sur la voie du CFCO, on a 57 gares. 57 gares. Ancien tracé et nouveau tracé compris. Ça fait 57 gares. Alors, le Conseil représentatif des associations noires de France, CRAN, a publié un article le 25 février 2014 dans lequel il est montré que la construction du CFCO a coûté la vie à 17 000 personnes. Pourquoi tant de morts? Bon, les historiens, nous n'étions pas nés, mais ceux qui ont écrit, c'est que nous avons quand même des archives, quelques archives du chemin de fer, mais le chiffre n'est pas exhaustif, n'est pas complet. Parce que les écrits nous disent c'est entre 16 000 et 23 000 personnes qui sont mortes. Mais c'est tout à fait normal. Et
c'est surtout dans le Mayombe. Il y a eu beaucoup de morts. Les éboulements, la température. Comment recruter les gens? C'est dans les villages, les colons qui venaient avec des tirailleurs ouest-africains. Quand ils entraient dans un village, ils raflaient tout mâle adulte. Ils raflaient tout mâle adulte. Hein? Donc, que tu sois tuberculeux ou que tu... Donc, il n'y avait pas de visite médicale. Et quand ils arrivaient dans le Mayombe, même en saison sèche, il pleut toujours. Il pleut abondamment. Alors, ce climat, et puis le travail à la main. Vous voyez tous les tunnels là, creusés à la main? Non, les conditions étaient très difficiles. Il y avait des épidémies, beaucoup d'épidémies. Et il n'y a pas que des Congolais qui sont morts. Hein. Il y a eu des Centrafricains à qui on a donné le nom de la gare, les Bandas. Et les Tchadiens, on leur a donné la gare, les Sara. Il y a eu même des Chinois, de Tchankachek de Formose, qui étaient venus. C'était nombreux. Il y avait tout le monde qui venait. Il y a eu beaucoup de morts. On ne peut pas donner un chiffre exhaustif. Alors, en dehors des Congolais, des Centrafricains, des Tchadiens, des Chinois, y avait-il un autre pays qui avait participé? J'y arrive. Je ne sais pas si... Non, quand je vois les... C'est sûr qu'on raflait même les Gabonais, puisque c'était proche. On devait rafler les Gabonais. Mais les Français eux-mêmes n'y faisaient pas partie? Mais si, parmi les morts, là, il faut compter les Français, hein. Ils étaient nombreux aussi. Ah bon? Non, ils faisaient pas. Non, parmi les morts, il faut compter les Français. Eux aussi, beaucoup sont morts. Hein? Beaucoup sont morts. Dans l'article publié par le Jeune Afrique le 3 novembre 2016 à 11h55, nous voyons les 25 catastrophes ferroviaires qui ont marqué le continent, dont figurent bien sûr deux. Notamment celle du 5 février 1991, produite en Mvunguti, et celle du 21 juin 2010, produite à Yanga. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, c'est vraiment des accidents qui ont endeuillé le peuple congolais. Et Mvunguti, les deux, c'est toujours des défaillances mécaniques. Ah bon? Ouais. Mvunguti, mais les responsabilités sont partagées. Pour Mvunguti, la responsabilité incombe à Comilog. Ah bon? Et pour Yanga, la responsabilité sur le chemin de fer. Comilog, pourquoi? C'est parce que quand Comilog fonctionnait, il y avait des conventions où le chemin de fer Congo-Seyon pouvait louer une locomotive de Comilog pour lui tracter une rame qui traînait quelque part. Le chemin de fer, Comilog aussi pouvait louer une locomotive au chemin de fer Congo-Océan pour tracter sa rame. Mais le plus souvent, c'est Comilog qui tractait nos rames. Pour Mvunguti, le train de ce jour, c'est le chemin de fer Congo-Océan qui avait loué une locomotive à Comilog. Quand on loue une locomotive, on loue la locomotive, le conducteur et l'aide-conducteur. Donc, tout appartient à Comilog. L'entretien, tout, quand Comilog remet une machine, c'est qu'elle a été révisée et qu'elle peut transporter. La rame est partie de Dolisie, bien partie, ça dépassait même Mvunguti. Et c'est bien passé maintenant. Après le tunnel de Mvunguti, c'est une grande descente. C'est une grande descente et les freins ont lâché. Les freins de la locomotive. Donc, d'après ce qu'on dit, il paraît que même le chauffeur avait sauté, mais il y avait quand même un qui était mort. La locomotive arrivait en gare, puisqu'il y avait croisement, devrait s'arrêter, mais qu'on ne pouvait plus s'arrêter. Elle a traversé sans arrêt la gare. Sur la voie principale et elle a traversé la gare, la locomotive a traversé, disons le train a traversé la gare et puis elle est allée dans l'autre canton. De l'autre côté venait un train voyageur. Et il a eu un grand choc. Un grand choc. Il y a eu beaucoup de morts, 100 et quelques morts. Alors qu'en est-il de Yanga? Yanga, c'était... La locomotive était même passée. Ce n'était pas une défaillance de la locomotive, ça doit être une pièce qui était tombée du wagon, d'un des wagons qui suivait, puis quand le wagon est passé dessus,
il a eu des déraillement et les autres wagons déraillés. Là aussi, il y a eu quelques décès, mais ce n'était pas aussi important que pour Mvongoti. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été menées pour confirmer ces défaillances? Nous avons, quand il y a un déraillement comme ça, quand il y a un incident, les 3 services... Attends, pour confirmer, il y a un comilog. Oui. Non, pour comilog, il n'y a même pas de problème. Ça, c'est une défaillance de la machine qui ne freinait pas. Il y a, évidemment, comilog avait reconnu même son tort. C'est même à partir de là où, comme Binda, et la voie du Gabon était déjà terminée, et ils ont préféré même dire, bon, pour éviter des dégâts comme ça, de payer de l'argent, ils ont arrêté carrément. C'est à partir de cet accident-là qu'ils ont arrêté. Mais sinon, pour les autres accidents, il y a toujours un trinôme qui se crée. Le service exploitation, le service voies et bâtiments et le service matériel et traction, les agents compétents. Ils mènent une enquête en commun pour sortir un rapport d'enquête en commun. Et là, c'est souvent efficace. Hein? On trouve toujours les erreurs, les responsabilités aussi. Parce que ça se partage aussi. Bon, c'est le CEPSO, mais on sait que c'est tel service qui est fautif. Donc, c'est ce que vous avez fait concernant Yanga. Ce qu'on a fait concernant Yanga. Alors, quelles sont les principales activités du CFCO? Le CFCO ne se borne pas seulement au transport de marchandises, de voyageurs. Le CFCO aussi a quelques... Mais il faut le dire que c'est même la caractéristique du CFCO. C'est la caractéristique, non, c'est le transport, mais la caractéristique, c'est, comme c'est un transporteur, les marchandises, les voyageurs. Mais le CFCO aussi, il a des prestations hors trafic, c'est-à-dire qui ne concernent pas le transport. Nous, le CFCO loue les terrains, il loue les maisons. Le CFCO loue même les maisons. Quand je veux prendre un petit truc banal, nous avions un magasin qui traînait à Bouanza. Quand les Chinois sont arrivés pour construire le barrage de Mokokulu, ils ont loué, parce qu'il y avait à Bouanza, il n'y avait pas une maison pour les loger, ils ont loué ce hangar de chemin de fer là. Et sachez que le chemin de fer de Pointe-Noire à Brazzaville est propriétaire d'une grande étendue. Entre les gares et dans les petites gares, là, le chemin de fer, son domaine, c'est 50 mètres de chaque côté de la voie. Oui. Donc, tout ce qu'on construit à moins de 50 mètres, nous, personnellement, j'avais fait une tournée de Pointe-Noire à Brazzaville pour les recenser et leur donner des documents de location de terrain. Par contre, quand vous arrivez à Pointe-Noire, le chemin de fer, son rayon est de 1 km. Donc, nous arrivons jusqu'au rond-point Kassaï. Jusqu'au rond-point Kassaï, tous ce qui sont de la grande gare rond-point Kassaï, tous ceux-là sont dans le domaine du chemin de fer. D'ailleurs, vous voyez même derrière Air Gabon, vous trouvez qu'il y a des maisons de chemin de fer. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont construit. Mais si le chemin de fer n'occupe pas tout ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'utilité publique. Ils n'ont rien à faire. Le jour où le chemin de fer aura peut-être un TGV, il lui faut un grand terrain, le chemin de fer sera obligé de déblayer quelques maisons obligatoirement. Comme fait le port, non? Oui. Le port est en train d'élargir ses zones économiques. On enlève les maisons. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée Victor Augagneur, on disait que le port va même détruire le lycée Victor Augagneur pour étendre sa superficie. Parce que tout ça, jusqu'au lycée Victor Augagneur, là, c'est le domaine du port. Voilà. Donc, il y a on loue le chemin de fer, loue les bâches pour faire un déchargement d'office. Il y a quand même beaucoup le chemin de fer, quand le chemin de fer fonctionnait, avait des grues, avait des bulldozers,
le chemin de fer pouvait faire un petit terrassement, un petit terrain, vous appelez, on peut faire un petit terrassement, ouvrir, même si la mairie demandait un peu, le chemin de fer pouvait ouvrir une voie quelque part. Il y avait le génie civil, mais maintenant tout est en panne, ça ne fonctionne pas. Le chemin de fer, donc. Mais pas de caractère industriel. Alors, touchons le vrai problème recensé auprès de nos téléspectateurs. Pourquoi l'achat du billet a souvent été un véritable parcours du combattant, un calvaire et un casse-tête avec des files d'attente longues à ne pas en finir? Ça, mes collègues qui sont encore au travail, qui occupent encore ces postes, même celui qui occupe le poste que j'occupais de directeur, me trouverait peut-être un peu méchant, parce que je dis ça, c'est de l'incompétence. Ah bon? Ouais. C'est que un chef qui est en place doit avoir, doit savoir innover, résoudre des problèmes comme ça. Nous avons été là, nous avons eu ce même problème. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? Pour éviter des attroupements comme ça, et nous avons dit, il faut aller vers le client. Quand même, nous sommes aussi une entreprise de transport, il faut faire un peu de marketing. Oh, oui. Il y a une entreprise commerciale. Allons vers les clients. Nous avons non seulement la grande gare, mais on avait la gare de Tietie et on a ouvert la gare de Maguata, une agence à Maguata, où on pouvait payer son billet. Et à Brazzaville aussi, on a ouvert une agence à Makelekele. Chaque agence, chaque point de vente avait le nombre et les numéros des places, en réserve, pour vendre. Hein? Et on allait étendre ça, n'eût été ces affaires de 87 là, de 97, on était obligé, on allait étendre, c'était prévu sympathique, on devrait avoir une gare. Mais il ne faut pas permettre à des gens de venir dormir. Ah oui, c'est ce qui se faisait. Hein, non, moi, je ne comprends pas. Moi, je trouve que c'est seulement de leur faute. S'ils n'ont pas l'argent pour ouvrir des agences ailleurs à l'intérieur, mais il y a la gare de Tietie. Pourquoi on ne vend pas les billets à la gare de Tietie? Moi, je me pose la question. Ah oui, et moi, je trouve que ça, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit d'initiative quand même. Parce que beaucoup se faisaient même scroquer. Hein, beaucoup. Et puis, il y a des militaires qui croyaient, qui venaient, ils vous demandent, ils vous disent donnez l'argent, vous payez le billet, ils disparaissent, beaucoup se plaignaient. Hein? Ah oui, ça, c'est une mauvaise organisation du travail. D'aucuns disent même que les difficultés que subit le CFCO actuellement sont dues à cela, puisque hier, les agents de CFCO se tapaient le luxe d'être comme des dieux. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que les gens ne suivent pas le cours de l'histoire. Nous sommes en train de changer. Avant, nous avions le monopole de transport, Pointe-Noire, Brazzaville. La route n'existait même pas. Donc, on avait une clientèle captive du rail. S'il n'y a pas de rail, les marchandises traînaient, ils ne pouvaient pas voyager. Hein? Sans même aller à Mosenjo ou bien s'il n'y avait pas de train, ils ne pouvaient pas partir. Mais, et on se croyait, on avait vraiment le monopole absolu du transport. Mais maintenant, là, il n'y a plus rien. Monsieur Germain Goma-Boukoulou, merci. C'est à moi de vous remercier, comme vous êtes venu me voir. C'est ici donc que s'achève cette émission. Merci pour vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup.